Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Mazel, je suis formateur en Ennéagramme. Vous trouverez mes activités sur mon site www.christophemazel.com et aujourd'hui je vais vous parler de ma vision de la construction de l'énéatype 1. Pour rappel, l'énéatype 1, c'est la personne qui a pris le fonctionnement ou le besoin d'être parfait pour survivre dans le monde. Alors, je redessine l'énéagramme. L'énéagramme, je fais un cercle qui correspond à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble des êtres humains, et ce cercle je vais diviser en 3 parties, avec une première partie que je vais appeler les instinctifs, c'est-à-dire c'est des gens qui utilisent leur cerveau instinctif pour survivre dans le monde. Ici, les gens qui utilisent leur cerveau émotionnel, l'émotionnel, pour survivre dans le monde. Et ici, ceux qui utilisent leur tête pour survivre dans le monde. Donc ça fait 3 grandes familles. Ces 3 familles, ça fait 3 segments, et ces 3 segments, je vais encore les diviser par 3, 3 fois 3, ça va faire 9 positions, 9 énéatypes. Et voilà. Et par convention, on va dire que le 1 est ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la position numéro 1, c'est l'énéatype 1. L'énéatype 1, qu'on appelle aussi le parfait. Donc c'est quelqu'un qui, pour survivre dans la vie, a pris le fonctionnement ou le besoin d'être parfait. Pourquoi? Cette construction est basée sur l'évitement d'une peur, parce que quand il était petit, on lui a montré qu'il avait fait une erreur. On l'a jugé. On l'a jugé coupable d'avoir fait quelque chose qui ne se fait pas. Et lui, il a eu peur d'en mourir de ça. Ça l'a tellement marqué, c'est comme si c'était Dieu qui l'avait pointé du doigt et lui a dit ça se fait pas. Et la personne a dit plus jamais. Et donc pour ne plus jamais être pris la main dans le sac, la personne essaye toute sa vie d'être parfaite. Mais comme elle n'y arrive pas, elle ne peut pas être parfaite, même si elle essaye vraiment de tout son être d'être parfaite, elle ne peut pas tout maîtriser. Les conditions extérieures, elle ne peut pas maîtriser ça. Donc elle essaie d'être parfaite, mais elle s'aperçoit qu'elle ne l'est pas, donc ça la met en colère. Mais elle est en colère, mais la colère, c'est pas quelque chose de parfait. Ça se fait pas d'exprimer la colère, donc elle est en colère, et c'est une colère qui est rentrée. Et ça fait des gens qui sont en colère, mais qui sourient. Donc ça peut être des gens qui ont des tensions dans la mâchoire, dans les cervicales. Ça peut être des gens qui grincent des dents la nuit, vous savez. Donc c'est des gens qui sont en colère. Et c'est une colère qui est yin. Alors je vais parler de ça. Yin, ça veut dire c'est une colère qui est introvertie, qui est vers soi. Parce que vous allez voir que dans l'énéagramme, on a 3 positions. Donc le 1, de base, presque tout le temps dans sa vie, son focus, c'est d'essayer de trouver les erreurs, de les corriger pour rendre une copie parfaite. Ok? Mais comme il n'y arrive pas, il est stressé et il est en colère. Mais avant d'être dans ce fonctionnement, le 1 avait le fonctionnement du 7, avait le fonctionnement positif du 7, avait les qualités du 7. Et pour rappel, l'énéatype 7, c'est quelqu'un qui est joyeux et libre. Mais les énéatypes 7 sont joyeux et libres parce que eux, ce qu'ils cachent, c'est la tristesse. Mais le 1, quand il va aller dans la station du 7, il va être joyeux et libre, pas pour cacher la tristesse, il va être joyeux et libre parce que c'est le seul énéatype de la création qui va s'apercevoir qu'il est dans une œuvre d'art et que c'est juste magnifique et qu'on est libre de vivre là-dedans. C'est une espèce de vision poétique du monde. C'est ce qu'était l'énéatype 1 avant la blessure, avant qu'on lui pointe qu'il a fait une erreur. Donc c'est quelqu'un qui a été tellement libre et joyeux qu'à un moment, quelqu'un lui a dit, là, tu as dépassé les bornes, ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Et à partir de ce moment-là, il s'est interdit à nouveau de retourner dans cette joie et cette liberté pour ne pas refaire une faute. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le but du jeu pour l'énéagramme, ce serait d'aller revivre cette peur inconsciente qui est enfouie, donc revivre l'erreur et le jugement, de s'apercevoir qu'on n'en meurt pas pour retrouver l'accès à la position 7, à cette espèce de joie et de liberté d'être vivant dans ce monde.
Mais bon, c'est impossible, c'est interdit, puisque s'il va là-dedans, il va reprendre le risque de recommettre une erreur. Donc, il ne peut pas y aller. Vous allez voir, dans les énéagrammes, il y a 3 positions. Donc, là, il y a une première position, là, ici, où il est obligé d'être parfait, et dessous, ce qui est caché, c'est l'erreur et le jugement. Et là, il y a une deuxième position où il devrait aller s'il était évolué. On pourrait dire que le chemin spirituel du 1, c'est de retrouver la joie et la liberté. C'est chouette, hein, comme chemin. C'est pas mal, ouais. Mais bon, là, c'est pas très drôle. Et puis, vous allez voir qu'il y a une 3e position. L'énéagramme explique qu'il y a une 3e position. C'est-à-dire que quand le fait d'être parfait, de tout faire bien comme il faut, n'arrive plus à cacher l'erreur originelle, et qu'il va montrer à nouveau au monde qu'il a fait une erreur, pour ne pas montrer ça, l'énéagramme explique qu'on change de position, le 1 change de position, et il va basculer dans le fonctionnement négatif du 4. Et le 4, c'est celui qui est dans l'émotionnel dépressif. Alors ça, c'est assez terrible pour les 1 parce qu'ils passent d'un fonctionnement instinctif, où ils font les choses de manière rationnelle, ils sont dans l'action, à un fonctionnement émotionnel dépressif. Et là, ce qu'ils rencontrent, c'est la folie. Ok? Alors, je vous donne un exemple. Moi, je fais des soins où j'utilise 2 méthodes. J'utilise des baguettes, comme ça, de sorcier pour avoir des messages symboliques et pour faire des prises de conscience. Et j'utilise un énéagramme. Alors, il y a une personne qui vient en soin avec moi, une patiente qui arrive, qui a 65 ans, et je lui demande quel est son problème. Et son problème, c'est qu'elle a des peurs paniques dans les embouteillages. Elle ne contrôle pas, quand elle est bloquée dans un embouteillage, elle a des peurs paniques et c'est incontrôlable et elle voudrait résoudre ça. Et c'est pour ça qu'elle vient en soin avec moi. Donc moi, j'entends la demande, et puis je prends les baguettes, je les mets au niveau du cœur, et les baguettes vont me donner un symbole qui va répondre à cette demande. Donc dans ce cas précis, les baguettes vont se mettre à tourner autour de la personne, et pour moi, dans mon jargon, quand ça tourne sur la personne, ça symbolise la mémoire ou la présence de quelqu'un de mort. Et on regarde, et en fait c'est sa mère. C'est comme si, pour répondre à la demande comment faire pour ne plus être en retard, enfin, justement, c'est pas de comment faire pour ne plus être en retard, comment faire pour ne plus paniquer avec la peur d'être en retard, le premier symbole que son inconscient donne, c'est la mémoire de sa mère. C'est sa mère morte. C'est comme si elle avait sa mère morte à côté d'elle. Donc, les baguettes me permettent aussi de faire un test kinésiologique, c'est-à-dire de poser des questions et d'avoir des réponses par rapport à des dates, un peu comme les kinésiologues qui utilisent le bras pour interroger le corps avec une convention. Ils appuient sur le bras, et si le bras il tient, c'est un oui, et si le bras il lâche, c'est un non. D'accord? Avec les baguettes, je peux faire la même chose. Et la convention, c'est quand les baguettes elles ouvrent, c'est un oui, quand les baguettes elles ferment, c'est un non. Et avec cette convention, j'arrive à trouver des dates. Mais comme les baguettes, je les tiens au niveau du cœur, c'est comme si c'était le cœur ou l'âme de la personne qui m'utilisait moi et qui utilisait les baguettes pour se faire entendre une date qui va répondre à la question comment faire pour ne plus paniquer dans les embouteillages. Vous me suivez? Donc, ça pointe une date et ça pointe l'âge de 6 ans. Et là, il y a un énorme souvenir qui remonte à la surface. À 6 ans, en fait, elle se rappelle donc, à 6 ans, c'est avant la blessure qui a fait d'elle une 1. Donc à l'époque, elle était encore une 7 joyeuse et libre. Je pense que la blessure qu'on vit qui cimente notre construction dans l'énéagramme, on la vit dans la petite enfance. Donc, elle se rappelle qu'à 6 ans, elle voulait jouer au parc avec son petit copain, qui lui avait donné rendez-vous au parc pour jouer au foot. Et donc, elle demande à sa mère si elle peut aller rejoindre son ami pour jouer au foot avec lui. Et sa mère lui dit, oui, mais à une condition, je veux que tu rentres absolument avant la nuit. Et la petite fille qui est dans cette énergie d'être libre et joyeuse et que la vie c'est juste magnifique, elle dit, mais oui maman, pas de problème, t'inquiète pas, c'est promis, je rentre avant la nuit, c'est promis. Et elle part en courant, comme ça, la mère lui dit, avant la nuit. Elle dit, oui, 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 c'est promis. Et donc, elle va jouer avec son petit copain, ils jouent au foot, et tellement ils sont dans la joie, dans le moment présent, dans le fait de profiter, d'être libre et joyeux, qu'elle ne s'aperçoit pas que la nuit est en train de tomber.
Et quand elle s'en aperçoit, ben, c'est déjà un peu trop tard. Donc elle repart chez elle en courant, et quand elle arrive chez elle, ben, il fait déjà nuit noire. Et quand elle ouvre la porte, il y a sa mère qui l'attend avec un martinet et qui la fouette. Et là, elle vit la blessure qui va fabriquer son énéatype. C'est-à-dire que le péché qu'elle a fait devant sa mère, et on pourrait dire devant Dieu, c'est qu'elle a été en retard et on lui a appris, elle a appris par elle-même que ça ne se faisait pas. Et pour ne plus jamais être prise en faute, elle a décidé de remplacer le juge externe qui était sa mère par un juge interne qui la surveille tout le temps pour qu'elle ne soit plus jamais en retard et qu'elle soit parfaite. Et là, on comprend la construction, enfin, on comprend pourquoi elle est en peur panique dans les embouteillages. Vous comprenez? Donc on nettoie ça. Moi j'ai des techniques pour nettoyer ça. On revoit la scène, je lui fais revivre la scène où elle se fait fouetter par sa mère. Et puis, je vais vous l'expliquer. Excusez-moi, je suis un peu un enseignant dans l'âme, donc j'ai du mal à me contrôler là-dessus. J'ai commencé à vous expliquer l'énéagramme en vous disant en fait qu'il y a 3 manières de vivre dans le monde. Il y a ceux qui vivent dans le monde ou qui survivent dans le monde de manière instinctive, c'est-à-dire qu'ils utilisent le premier Dantian là, ils utilisent leur instinct pour survivre. Il y a ceux qui utilisent l'émotionnel pour survivre, le lien avec les autres, qu'est-ce que pensent les autres et tout ça. Et il y a ceux qui utilisent la tête pour survivre. Donc on a ces 3 centres, ces 3 cerveaux qui sont constamment en train de fonctionner, pour chaque être humain en fait. Et donc quand on vit un traumatisme, je vais prendre l'exemple du Bataclan, quand on vit le Bataclan en fait, quand on est dans la fusillade du Bataclan, qu'on est allongé par terre, le cerveau instinctif devrait donner l'ordre à nos jambes de nous enfuir en fait, ou devrait nous donner l'ordre de sauter sur l'agresseur. Et ce cerveau en fait, dans cette situation, il a été bloqué. Il y a un mouvement qu'il devait faire qu'il n'a pas fait. Le cerveau émotionnel nous donne l'ordre de nous occuper de la personne qui est en train de mourir ou qui est blessée à côté de nous. Ben ça n'a pas pu se faire. C'est-à-dire que le mouvement de ce cerveau a été bloqué lui aussi. Et puis le cerveau mental, il a vu des choses qu'il n'accepte pas. Il a vu des choses qu'on ne peut pas voir en fait. Donc les gens qui étaient au Bataclan en fait, ils ont ces cerveaux qui n'ont pas pu faire le mouvement naturel qu'ils devaient faire. Et donc c'est comme si les cerveaux restaient constamment allumés. C'est comme si ils étaient constamment dans cette scène. Et donc ce qu'on fait, c'est que ces 3 cerveaux, on les retrouve au niveau de la tête. On a un cerveau reptilien ici, là, qui correspond au cerveau instinctif. On a le limbique qui correspond à l'émotionnel. Et on a le cortex. Ces 3 cerveaux sont dans la tête. Donc ce qu'il faut faire ce que je fais moi tout le temps, quand je fais des soins, il y a très souvent des scènes traumatisantes qui réapparaissent. Je demande à la personne de fermer les yeux et de revivre avec le plus de détails possible la scène, pour la remettre dedans. Et puis moi, j'appuie ici, c'est une position de MDR en fait, en me mettant la main derrière, et ça permet de refaire circuler le liquide céphalo-rachitique, mais on s'en fout. Ça permet de remettre en lien les 3 cerveaux, et le cerveau qui était bloqué va pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Comme ça, on va garder la mémoire de ce qui s'est passé, mais on n'aura plus la sensation ou les effets négatifs de ça. C'est-à-dire que j'aurai le souvenir que j'étais au Bataclan, mais mon cerveau instinctif ne sera pas toujours en éveil, et mon cerveau émotionnel sera au repos aussi, et ma tête sera au repos aussi. Donc je fais faire ça à la personne. Donc elle revit la scène où sa mère la frappe avec le martinet quand elle revient du parc, et elle pleure émotionnellement. On fait partir l'âme de sa mère, et puis je la revois un mois après. Alors, sachant que elle, pour rappel, elle a 3 positions, c'est-à-dire que les énéatypes 1 peuvent passer dans 3 stations. Il y a une station ici qui est une station rigide où on est obligé de se focuser sur ce qui va mal et d'être obligé d'avoir une position de quelqu'un qui fait bien les choses, qui tient la route. Une position ici chez l'énéatype 7 où d'un seul coup on est juste joyeux et libre, et ça c'est une position yang. L'énéatype 7 c'est quelqu'un qui est yang. Et puis une position quand elle va mal, dans l'énéatype 4, une position émotionnelle,
où d'un seul coup, elle rencontre la dépression et la folie. Ok? Je revois cette personne un mois après. À cette époque-là, moi, je fais des soins dans le sud de la France et je fais des soins toute la journée. C'est-à-dire du matin au soir, je fais des soins d'1 h 30 sans interruption. Donc, c'est des journées bien chargées. Moi, je suis aîné à type 7. Et donc, quand je ne suis pas en train de travailler, je suis vraiment très, très relax. Donc, ma journée commence à 9 h. Et avant de commencer ma journée, à 9 h moins 5, je suis encore en train de regarder des bêtises sur YouTube ou un truc comme ça. Ça fait que j'ai pas le temps de déjeuner, j'ai pas le temps de me laver les dents, je fais ça vite à fond et j'ouvre la porte du cabinet à 9 h. Et la première personne, c'est cette personne-là, cette dame qui avait son stress par rapport au retard. Et donc, on s'est aperçu que ça venait du fait que quand elle était petite, elle avait été en retard par rapport à sa mère. Et j'ouvre la porte en courant. Je venais juste de jeter ma brosse à dents, j'ouvre la porte en courant. Et je vois cette femme devant moi. Et elle me dit « Ah !» Eh bien, heureusement que je suis parti en avance parce que sinon j'aurais été en retard. Je dis quoi? Elle me dit, ben oui, ce matin, heureusement que je suis parti avec 10 minutes d'avance parce que le portail de ma résidence n'arrivait pas à s'ouvrir. Il a mis 10 minutes à s'ouvrir et ce qui m'a permis d'arriver pile poil à 9 h. Eh bien, je lui dis, ben, vous n'êtes pas à l'heure. Et là, d'un seul coup, ça la fige parce que je suis en train de lui redire ce que lui a dit sa mère quand elle a été punie. Elle me dit, comment ça, je suis pas à l'heure? Je dis, non, vous n'êtes pas à l'heure. Et là, elle est estomaquée, elle me dit, mais si j'étais parti à l'heure, j'aurais été en retard. Je dis non. Si vous étiez parti à l'heure, votre portail aurait mis 10 minutes à s'ouvrir. Et donc, vous seriez arrivé avec 10 minutes en retard au cabinet. Vous seriez arrivé à 9 h 10. Et moi, j'aurais eu le temps de déjeuner et de me laver les dents et ça aurait été relax. Et là, ça la fige. Il y a un truc qui passe au niveau de la conscience. Elle se met à pleurer. Elle me dit, c'est dingue ce que vous dites parce que la semaine dernière, j'allais chercher mon fils à l'aéroport. Et elle était bloquée dans les embouteillages. Donc là, à ce moment-là, peur panique. Et elle arrive avec 2 demi-heures de retard à l'aéroport. Et quand elle descend tout affolée de la voiture et qu'elle court dans le hall de l'aéroport, elle s'aperçoit sur le tableau là d'affichage que l'avion de son fils a 2 demi-heures de retard. C'est-à-dire qu'en acceptant d'avoir 2 demi-heures de retard, elle est pile poil à l'heure au niveau de l'heure de Dieu, du Créateur, de l'heure universelle. Et là, elle se met à pleurer. Elle dit, mais c'est dingue en fait. Toute ma vie, j'ai été en avance pour ne plus jamais être en retard. Ça fait que toute ma vie, je ne suis jamais dans le moment présent. Et ça fait que je ne suis jamais heureuse. Et elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Alors, comment s'en sortir? Pour résumer, le 1, il est obligé d'être parfait pour cacher l'erreur. Ça lui met dans une position psychorigide avec un juge interne qui le surveille tout le temps et qui l'empêche de retrouver ce qui est naturel en lui, ce qui est divin en lui, cette espèce de joie et de liberté qu'il avait avant d'avoir fait la faute. Quand le 1 va mal, c'est-à-dire quand le fait d'être parfait, de faire tout bien, n'arrive plus à cacher l'erreur et que d'un seul coup on va revoir l'erreur et qu'on va le juger à nouveau et qu'il va en mourir, pour pas que ça lui arrive, d'un seul coup il change de station, il change de fréquence et il passe d'un mode de fonctionnement instinctif à un mode de fonctionnement émotionnel dans le 4 où d'un seul coup il va être dirigé par un émotionnel dépressif et il va rencontrer la folie. Il va se mettre à faire n'importe quoi. Il va commencer à avoir des émotions très très fortes et être complètement perturbé dans cette tempête émotionnelle. Un peu comme un adolescent. Et ça va le perturber complet et il va plonger là-dedans. Alors, ce qu'il faut faire, la solution, là où moi j'amène les gens, comment je fais pour aider les gens à retrouver le chemin de la liberté, le chemin du 7, sachant que on ne peut pas y aller naturellement. Un ne peut pas aller naturellement dans le 7, se décontracter, être libre et joyeux, parce que d'un seul coup, il va reprendre le risque de faire une erreur et on va le juger et puis ça va le tuer. Il y a des gens qui disent, c'est simple avec les 1, il suffit de dire aux 1 de faire une erreur, qu'ils la montrent à tout le monde et qu'ils assument et ils s'aperçoivent qu'ils n'en meurent pas et puis ils vont aller dans le 7. Mais non, ça marche pas comme ça. Tu peux pas dire à un 1 de faire une erreur, c'est pas possible. Il peut pas faire d'erreur. Donc ça ne marche pas non plus. Donc ça, il peut pas y aller. Là, ici, il peut pas y aller non plus. Mais là où il peut aller sans aucun problème, là, il n'y a pas de blocage énergétique, il peut disjoncter et aller dans la dépression.
l'énergie de dépression qu'elle a dedans, moi j'appelle ça la veuve noire. Alors, vous allez voir les films, ils ont fait des adaptations de Blanche-Neige à la télé. C'est pas Blanche-Neige, c'est comment elle s'appelle celle qui c'est Blanche-Neige ou avec la sorcière et puis elle s'en va et puis la sorcière demande au miroir qui est la plus belle. Oui, je crois que c'est ça, c'est Blanche-Neige ou pas? Ouais, bref. Donc la sorcière demande au miroir qui est la plus belle et le miroir lui dit ben la plus belle c'est pas toi, la plus belle c'est encore Blanche-Neige. Donc la sorcière s'aperçoit que Blanche-Neige est pas morte et la sorcière va jeter un sort. Il y a une espèce d'encre noire qui se dans le film qui se répand comme ça sur la forêt, sur tous les êtres vivants et les êtres vivants vont être bouffés par cette énergie là comme ça. Et bien c'est ça l'énergie qui est dans le 4. L'énergie négative qui est dans le 4, c'est ça. C'est comme si le 1, qui est quelqu'un de rationnel, d'un seul coup va se faire bouffer par ça. Donc c'est le piège en fait. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est y aller sans y plonger. Et ce qu'elle va rencontrer, c'est la folie. Et bien le 1 a besoin de ce grain de folie pour faire disjoncter le juge interne qui l'oblige à toujours faire les choses parfaitement. C'est comme si le 1 avait besoin du grain de folie, mais pas à sombrer dans la folie. Il a juste besoin du grain de folie pour retrouver sa joie. Et ça, je le vois, moi. Alors moi, je fais l'expérience, c'est assez dingue de voir ça. Et là, je vous dis la solution. C'est que les gens me racontent leur histoire, me racontent les anecdotes, et d'un coup, je leur dis, c'est fou ce truc-là. Et la personne, elle dit, c'est fou. Et là, elle se met à rire. Et je dis, mais pourquoi vous rigolez? Elle dit, je sais pas pourquoi je rigole d'un seul coup là. Elle se met à rire sans aucune raison. Elle retrouve cette espèce de joie initiale du 7. Je dis, mais c'est fou ce truc-là. Et elle se remet à rire. Et en fait, ce qui l'a fait rire, c'est juste dire le mot, c'est fou. C'est dingue. C'est comme si le 1 avait juste besoin de ça. De s'apercevoir que le monde, c'est dingue. C'est au niveau de conscience dans lequel on est en tant qu'être humain, on ne peut pas comprendre à quel point ce monde est beau et bien foutu, quoi. C'est un plan auquel on n'a pas accès. Donc on doit juste admettre que c'est fou. En fait, c'est là, je suis en train de refaire une deuxième partie de la vidéo parce que la première partie de la vidéo, j'arrivais pas à la conclure. Donc j'ai réécouté la première partie de la vidéo, mais quand j'explique quand cette dame va à l'aéroport pour rattraper son fils et qu'elle a demi-heure de retard dans les embouteillages et que l'avion de son fils a demi-heure de retard, ce que je dis, c'est le mot, c'est dingue. Et ça, il faut l'entendre. Et une fois que j'arrive à faire entendre ça à l'énéatype 1, d'un seul coup, tout seul, par magie, en millième de seconde, elle retrouve sa joie. C'est comme si le 1 avait besoin d'être connecté à la folie pour faire disjoncter son juge interne qui lui fait croire qu'il faut être parfait. Eh bien, comment ça se passe, ça? Vous allez voir, enfin, moi, je constate, je ne sais pas si vous allez le voir, peut-être qu'un jour vous allez le voir, peut-être que vous êtes thérapeute, vous allez voir ça aussi, que dans la construction de l'énéatype 1, souvent, dans la famille, il y a quelqu'un qui porte cette folie. C'est-à-dire que la 1 ou le 1 a le père ou la mère qui est un peu barjot, et donc il faut faire un travail avec la personne pour qu'elle se réconcilie avec ce père ou cette mère, juste pour qu'elle accepte que ce père ou cette mère, le cadeau qu'il lui offre, c'est ce grain de folie. Et bien quand ce grain de folie il est là, d'un seul coup, elle retrouve sa joie. Vous voyez? C'est le chemin que je fais faire aux énéatypes 1. Parce que le piège, sinon, l'énéatype 1, regardez ce qui se passe. Alors ça, je l'ai constaté aussi. Mais là, d'un coup, ça rigole plus du tout, quoi. L'énéatype 1, il cherche à être parfait. Donc, il veut être parfait pour montrer qu'il ne fait pas d'erreur. Eh bien, les énéatypes 1 qui vont mal, hein, moi, je le vois. Hein. Moi, quand j'ai enseigné une méthode de développement personnel, j'ai vu des gens, c'est une méthode qui se faisait sur plusieurs années, j'ai vu des gens qui arrivaient la première année qui étaient normaux, et qui sortaient 3 ans après, c'était des épaves, quoi. Parce que c'était des 1. Et c'est des 1 qui ont passé 3 ans à essayer de s'améliorer. Parce que le piège du 1, quand il va là-dedans, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire un travail spirituel. Alors là, si vous êtes 1 et que vous entamez un travail spirituel, il faut arrêter de suite. Parce que c'est comme si le 1, qui n'arrive plus à être parfait, maintenant il va travailler sur lui-même pour être parfait devant Dieu. Et ça, c'est une catastrophe.
là, ça va les envoyer dans le 4, et là, ils vont aller dans la dépression totale. Donc le 1, ce qu'il faut, c'est rigoler, c'est acheter un camping-car, partir en vacances. Ok? Donc voilà, c'est ma vision de l'énéatype 1. Vous pouvez voir l'ensemble de mes formations et tout ce que je propose sur mon site christophemazel.com, et puis je ferai une vidéo pour tous les autres énéatypes. Voilà, merci, au revoir.